Le proviseur l'a ridiculisé en l'obligeant pour plaisanter à jouer devant toute l'école alors qu'il n'avait jamais touché un violon. Mais ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'est transformé en quelque chose d'inattendu. Sa performance a réduit la foule au silence. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Chers spectateurs, si vous regardez mon histoire pour la première fois, je vous prie humblement d'indiquer l'endroit d'où vous la regardez en ce moment. Abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche maintenant pour ne pas manquer les notifications de mes nouvelles histoires quotidiennes. Merci et plongeons dans l'histoire complète. L'assemblée du matin au lycée Westridge s'éternisait tandis que la proviseure, Veronica Stevens, ajustait ses lunettes de marque et rabattait ses cheveux blonds parfaitement coiffés derrière son oreille. Ses yeux perçants scrutaient l'auditorium à la recherche du moindre signe de désordre parmi les élèves assis. C'est alors qu'elle l'aperçut. Johnson Williams, debout au fond de la salle, appuyé contre le mur. « Monsieur Williams !» Sa voix traversa l'assemblée comme un couteau. Tout le corps étudiant se tourna pour regarder. « Pourquoi n'êtes-vous pas assis avec vos camarades de classe ?» Johnson se tortilla mal à l'aise, sa grande silhouette se tendant. « Je ne peux pas m'asseoir tout de suite, proviseur Stevens. » Les lèvres de la proviseure Veronica se retroussèrent en un sourire crispé. « Ne peut pas ou ne veut pas. C'est exactement le genre de défi qui devient trop courant. » Elle se dirigea vers lui, ses talons claquant agressivement sur le sol poli. Johnson baissa la voix à mesure qu'elle approchait. « Madame, j'ai très mal au dos. »« Miss Reynolds, je ne veux pas entendre d'excuses, » interrompit-elle, assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. « Lorsque nous nous réunissons en tant que communauté scolaire, nous suivons les mêmes règles, sans exception. » La meilleure amie de Johnson, Aisha, jeta un coup d'œil inquiet de son siège. Elle savait pourquoi il ne pouvait pas s'asseoir. Tout le monde dans la classe de 3e période de Madame Reynolds savait ce qui s'était passé la veille. La proviseure Veronica remarqua l'étui à violon appuyé contre le mur à côté de Johnson. « Qu'est-ce que c'est ? Je n'étais pas au courant que vous étiez inscrit au programme de musique. Il appartient à Aisha. Je le garde juste pour elle jusqu'à la pratique de l'orchestre, » expliqua Johnson. Un sourire cruel se répandit sur le visage de la proviseure Veronica. « Oh vraiment ? Puisque vous semblez penser que les règles ne s'appliquent pas à vous, peut-être aimeriez-vous mettre en valeur vos talents musicaux. Nous avons le concert de printemps vendredi prochain. » Elle ramassa l'étui à violon et le lui tendit. « Je vous ajoute au programme. Vous pouvez jouer un solo. » Des ricanements éclatèrent dans l'auditorium. Tout le monde savait que Johnson n'était inscrit à aucun cours de musique. « Mais je ne joue pas, » commença Johnson. « Alors je vous suggère d'apprendre rapidement, » le coupa la proviseure Veronica, sa voix dégoulinant de moquerie, « ou préféreriez-vous une retenue pour le reste du semestre pour votre insubordination continue ?» Johnson prit à contre-cœur l'étui à violon, le visage brûlant d'humiliation tandis que des chuchotements et des rires se répandaient dans tout l'auditorium. « Je n'attends rien de moins qu'une performance complète de 3 minutes, » annonça bruyamment la proviseure Veronica. Que cela serve de leçon à tous sur le respect de l'autorité. Tandis qu'elle s'éloignait, satisfaite de son étalage public de pouvoir, Johnson resta immobile, serrant l'étui à violon tout en fixant le sol. « Quelle blague !» entendit-il quelqu'un chuchoter. « Joe ne sait même pas lire, encore moins jouer de la musique. » L'assemblée se termina et les élèves sortirent en file indienne, beaucoup jetant des regards en arrière à Johnson avec pitié ou amusement. Aisha se précipita à ses côtés. « Elle ne peut pas te faire ça, » dit Aisha, les yeux pétillants de colère. « Elle vient de le faire, » répondit Johnson, la voix éteinte, « tout comme Mme Reynolds l'a fait hier. Personne ne les arrête. » La douleur dans son dos n'était rien comparé au poids de l'humiliation qui pesait maintenant sur lui. La douleur avait commencé dans le cours d'anglais de Mme Reynolds la veille. Johnson était arrivé 1 minute en retard. Son professeur précédent avait prolongé le cours et trouvé sa place habituelle occupée. « Vous devrez vous asseoir au fond, » avait dit Mme Reynolds sans lever les yeux de son bureau. La seule chaise disponible était cassée, avec une pièce métallique qui dépassait du dossier. Johnson avait essayé d'expliquer. « Madame Reynolds, cette chaise est... » « Asseyez-vous, monsieur Williams. Vous avez déjà assez perturbé mon cours. » Johnson s'était soigneusement abaissé, essayant d'éviter le métal saillant. 20 minutes après le début de la conférence, il avait changé de position et grimaçait alors que le bord tranchant s'enfonçait dans son dos. « Y a-t-il un problème, monsieur Williams ?» avait exigé Madame Reynolds. « Cette chaise est cassée. Il y a un morceau de métal. Toujours une excuse avec vous. » Elle l'avait coupé, marchant dans l'allée. « Levez-vous !» Lorsque Johnson s'était levé, Madame Reynolds avait saisi le dossier de la chaise et l'avait poussé violemment contre lui, le forçant à se rasseoir. La pièce métallique avait percé sa chemise, entaillant le bas de son dos. Johnson avait crié de douleur, sautant instinctivement vers le haut. « Comment osez-vous perturber à nouveau mon cours ? Au bureau du proviseur, tout de suite !» Mais la proviseure Veronica était en réunion et Johnson avait attendu, saignant légèrement, jusqu'à la dernière sonnerie. Il était rentré directement chez lui ensuite, trop honteux pour signaler ce qui s'était passé.
Sa mère avait nettoyé la blessure lorsqu'il lui avait finalement raconté cela le soir. Madame Williams, épuisée par son double quart de travail à l'hôpital, où elle travaillait comme infirmière, avait voulu appeler l'école immédiatement. « Non, maman, s'il te plaît. Cela ne fera qu'empirer les choses », avait supplié Johnson. « Ce n'est pas juste, Johnson. Ils ne peuvent pas te traiter de cette façon. »« Ils l'ont déjà fait », la voix de Johnson avait été basse. « Et ils trouveront une autre façon de me punir si nous nous plaignons. » Sa mère avait accepté à contre-cœur d'attendre, appliquant un antiseptique sur la plaie irrégulière. « Ton père n'aurait pas toléré cela », murmura-t-elle. Johnson n'avait que de vagues souvenirs de son père, décédé quand il avait 7 ans. Un homme bon avec des mains douces et un rire chaleureux qui avait l'habitude de le bercer pour qu'il s'endorme. Cette nuit-là, incapable de s'allonger confortablement sur le dos, Johnson avait trouvé un vieil album photo. À l'intérieur se trouvait une photo de son père tenant ce qui ressemblait à un violon, bien que Johnson ne l'ait jamais vu en jouer. Il avait un talent naturel, expliqua sa mère lorsqu'elle trouva Johnson en train d'étudier la photo. Mais il n'a jamais eu la chance de le développer. Il devait faire trop de boulot pour subvenir aux besoins de sa famille. Johnson avait tracé du doigt le visage souriant de son père. « Je ne savais pas qu'il jouait de la musique. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur ton papa », avait dit sa mère doucement. « Il t'aurait appris s'il en avait eu la chance. » Maintenant, debout dans le couloir de l'école tenant le violon d'Aïcha, Johnson pensa à cette photographie, aux opportunités refusées et aux talents non découverts. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Aïcha, le ramenant au présent. Le téléphone de Johnson vibra avec un texto de sa mère. « Comment va ton dos aujourd'hui? As-tu besoin que j'appelle l'école ?» Il rangea le téléphone sans répondre. Sa mère travaillait déjà trop dur, s'inquiétant de trop de choses. Il n'ajouterait pas à ses fardeaux. « Je ne sais pas, » répondit-il finalement à Aïcha. « Je n'en ai même jamais tenu un avant aujourd'hui. » Aïcha lui serra le bras. « Je peux t'aider, je joue depuis que j'ai 6 ans. Dans 10 jours, c'est impossible, » dit Johnson, secouant la tête. « Elle m'a piégé pour que j'échoue. C'est tout l'intérêt. » Ce soir-là, Johnson était assis à la table de la cuisine, l'étui à violon emprunté non ouvert devant lui. Sa mère se déplaçait dans la cuisine pour préparer le dîner, le regardant avec inquiétude. « Tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui, » dit-elle, posant une assiette de nourriture. Johnson fixa l'étui noir. « L'approviseur Stevens m'a humilié devant toute l'école parce que je ne pouvais pas m'asseoir pendant l'assemblée. » Les mots jaillirent avec l'histoire du défi public. Madame Williams écouta, son expression s'assombrissant. Lorsque Johnson eut terminé, elle posa fermement ses mains sur la table et le regarda dans les yeux. « Mon garçon, il y a 2 façons de gérer les gens comme l'approviseur Stevens et Madame Reynolds. Tu peux les laisser te briser, ou tu peux t'élever si haut au-dessus d'eux qu'ils devront se tordre le cou pour te voir. » Elle fit un signe de tête vers l'étui à violon. « Quel sera ton choix ? Maman, je ne peux pas apprendre à jouer en 10 jours. C'est impossible. » « Rien n'est impossible pour un Williams, » rétorqua-t-elle. « Ton grand-père ne savait pas lire jusqu'à l'âge de 30 ans, mais il a appris tout seul et est devenu prédicateur. Ton père a fait 3 boulots et a quand même trouvé le temps d'apprendre la musique tout seul. Mais il n'a jamais pu rien en faire, » argumenta Johnson. « C'est exactement ce que je veux dire. » La voix de sa mère était basse mais intense. « Il n'a jamais eu la chance. Mais tu en as une en ce moment, même si elle vient d'un endroit de cruauté. » Le téléphone de Johnson vibra. C'était Aïcha. « As-tu déjà ouvert l'étui ? Je peux venir ce soir pour te faire commencer. » « Aïcha a offert de m'enseigner, » dit Johnson. Sa mère sourit. « Cette fille est une bénédiction. Dis-lui de venir. » 1 heure plus tard, Aïcha était assise en face de Johnson, lui montrant comment tenir le violon. « Tout est question de posture et de position, » expliqua-t-elle. « Ton dos va rendre cela plus difficile. » Johnson grimaça en essayant de positionner l'instrument sur son épaule. « C'est désespéré. »« Pas désespéré. Difficile, » corrigea Aïcha. « Et tu ne fais pas cela seule. » Elle plaça ses doigts sur les cordes. « Ressens-le pour l'instant. Ne te soucie pas de jouer quoi que ce soit. » Le poids et la forme de l'instrument étaient étranges dans les mains de Johnson. Mais tandis qu'il passait ses doigts le long du bois lisse, quelque chose s'agitait à l'intérieur de lui. De la curiosité peut-être, ou de la défiance. « L'approviseur Stevens veut que tu échoues, » dit Aïcha sans détour. « Elle s'attend à ce que tu ne te présentes pas du tout, ou que tu montes là-haut et que tu t'embarrasses. » « C'est exactement ce qui va se passer, » marmonna Johnson. « Pas si nous y travaillons, » insista Aïcha. « Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être assez bon pour la choquer. » La mère de Johnson regardait depuis l'embrasure de la porte. Le premier instrument de ton père n'était même pas un vrai violon. C'était une boîte à cigares avec des cordes qu'il avait fabriquées lui-même. Mais il s'est entraîné sur cette chose jusqu'à ce que ses doigts saignent. Johnson leva les yeux, surpris. « Il l'a fait ?» Elle hocha la tête. La musique était dans son âme. Peut-être qu'elle est aussi dans la tienne.
Johnson pensa à la photographie de son père, au visage suffisant de la proviseure Stevens, à Madame Reynolds, le poussant sur cette chaise cassée. Il pensa à toutes les fois où il avait été sous-estimé, rejeté ou mis de côté. « Ils n'attendent rien de moi », dit-il lentement. « Donc tout ce que je ferai sera une surprise. »« Exactement, » sourit Aïcha. « Et j'ai un plan. Nous commençons par quelque chose de simple mais qui sonne de façon impressionnante. Même si tu ne peux jouer qu'un seul morceau, ce sera suffisant pour leur montrer qu'ils avaient tort à ton sujet. » Johnson plaça à nouveau soigneusement le violon sous son menton, ignorant la douleur aiguë dans son dos. « Montre-moi à nouveau où placer mes doigts. » Tandis qu'Aïcha guidait ses mains, Johnson prit sa décision. Il ne donnerait pas à la proviseure Stevens la satisfaction de le briser. Il ne laisserait pas la cruauté de Madame Reynolds définir ses capacités. « Je devrais m'entraîner tous les jours, » dit-il. « Avant l'école, pendant les pauses déjeuner, après l'école. » Aïcha hocha la tête. « J'aiderai chaque fois que je le pourrai. » Madame Williams se tenait à regarder, la fierté et l'inquiétude se battant dans ses yeux. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, Johnson. Il s'agit de découvrir quelque chose en toi qu'ils n'ont jamais pris la peine de voir. Johnson tira l'archet sur les cordes pour la première fois, produisant un son dur et grinçant qui les fit tous grimacer. Mais sous la maladresse, il y avait quelque chose. Une note à peine formée, mais bien présente. « Encore !» encouragea Aïcha. Cette fois plus légèrement avec l'archet. Johnson essaya une fois de plus. Le son était légèrement meilleur. « 10 jours !» dit-il, la détermination s'installant dans ses os malgré la douleur dans son dos. 10 jours pour apprendre ce qu'il faut à la plupart des gens des années. Sa mère lui serra doucement l'épaule, faisant attention à sa blessure. « Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. » La cuisine se remplit de sons grinçants, tandis que Johnson s'exerçait encore et encore au mouvement d'archet de base. Chaque tentative était imparfaite, mais chacune était aussi un petit acte de résistance. Contre les hypothèses, contre la cruauté, contre les limites que les autres avaient placées sur lui. 10 jours pour transformer l'humiliation en justification. 10 jours pour montrer à la proviseure Veronica Stevens et à toute l'école qui était vraiment Johnson Williams. Pendant les 3 jours suivants, Johnson s'entraîna chaque fois qu'il pouvait trouver un moment. Avant l'école, il se réveillait à 5h du matin, faisant attention à ne pas déranger sa mère, qui avait souvent travaillé tard. Avec des callosités qui se formaient sur le bout de ses doigts, il s'exerçait aux gammes de base qu'Aïcha lui avait apprises. Pendant les pauses déjeuner, au lieu de rejoindre les autres élèves à la cafétéria, Johnson se glissait dans le laboratoire de sciences vide à l'extrémité du bâtiment. Monsieur Patel, le professeur de chimie au cœur tendre, lui avait donné la permission d'utiliser la pièce après que Johnson lui ait expliqué sa situation. « Ne casse pas de Béchirs avec ses notes aiguës », avait plaisanté Monsieur Patel, mais ses yeux étaient compréhensifs. Le 3e après-midi après l'école, Johnson trouva son espace d'entraînement habituel, la petite cour derrière le gymnase, déjà occupée par l'équipe d'athlétisme. Sans autre endroit où aller, il se dirigea à contre-cœur vers l'aile de musique, espérant trouver une salle de pratique vide. Le couloir était calme, la plupart des élèves étant déjà partis pour la journée. Johnson jeta un coup d'œil à travers les petites fenêtres de chaque salle de pratique jusqu'à ce qu'il en trouve une qui semblait vide. Il se glissa à l'intérieur, positionna son violon et commença la simple mélodie qu'Aïcha lui avait apprise. Il était tellement concentré sur son doigté qu'il ne remarqua pas la porte s'ouvrir. « Que crois-tu faire ici ?» Johnson se retourna brusquement, manquant de faire tomber le violon. Monsieur Carter, le professeur de musique de l'école, se tenait dans l'embrasure de la porte avec une expression quelque part entre la surprise et l'agacement. « Je suis désolé, monsieur, » dit rapidement Johnson. « Je ne pensais pas qu'il y avait quelqu'un. J'avais besoin d'un endroit pour m'entraîner. » Les sourcils de Monsieur Carter se levèrent. « T'entraîner ? Depuis quand t'es-tu inscrit au programme de musique ?» Johnson hésita, puis décida que la vérité était sa seule option. « Je ne le suis pas. La proviseure Stevens me fait jouer au concert de printemps comme punition. Il me reste une semaine pour apprendre. » L'expression du professeur de musique passa du scepticisme à la curiosité. « Une punition ? Apprendre la musique ne devrait pas être une punition. C'est le cas quand on s'attend à ce que j'échoue, » dit Johnson doucement. Monsieur Carter resta silencieux pendant un moment, étudiant Johnson. Puis il le surprit en demandant « Qu'essayes-tu de jouer ?»« Juste ce simple morceau qu'Aïcha Jones m'a montré. » Johnson démontra, ses doigts toujours maladroits sur les cordes, le mouvement d'archet saccadé, le son qui en résulta était reconnaissable comme de la musique, mais à peine. Monsieur Carter grimaça. « Ta tenue d'archet est complètement fausse et ta posture va te causer des problèmes. » Puis il remarqua comment Johnson se tenait, légèrement voûté d'un côté. « Es-tu blessé ?» Johnson expliqua brièvement son dos, sans mentionner Madame Reynolds. « Cela rend la tâche encore plus difficile, » dit Monsieur Carter. « Mais pas impossible. » Il tendit la main. « Puis-je » Johnson lui tendit le violon et Monsieur Carter l'accorda rapidement correctement, puis joua une simple gamme qui sonnait incroyablement belle comparée aux tentatives de Johnson. « La musique prend des années à maîtriser, » dit Monsieur Carter, rendant le violon.
Mais les bases peuvent être apprises relativement rapidement avec les bonnes instructions. Il s'arrêta, semblant prendre une décision. « Montre-moi ce que tu as appris jusqu'à présent. » Pendant les 20 minutes suivantes, M. Carter regarda Johnson démontrer ses compétences limitées, offrant occasionnellement des corrections à sa forme et à sa technique. Malgré la maladresse du jeu de Johnson, l'expression de M. Carter devint de plus en plus pensive. « Tu as une bonne oreille, dit-il finalement. Tu saisis intuitivement les relations de hauteur, ce qui est quelque chose qui ne peut pas être enseigné. Est-ce que c'est bien ?» demanda Johnson. « C'est essentiel, répondit M. Carter. La technique peut être apprise, mais l'instinct musical est inné. Il regarda sa montre. « Je dois y aller, mais tu peux continuer à utiliser cette pièce jusqu'à 17h. Travaille ta tenue d'archer comme je te l'ai montré. » Tandis que M. Carter se tournait pour partir, Johnson l'appela. « Monsieur, pensez-vous que... Est-il possible d'en apprendre suffisamment en une semaine pour ne pas m'embarrasser complètement ?» M. Carter s'arrêta à la porte. « Avec cette attitude, probablement pas. » Puis son expression s'adoucit. « Mais avec la bonne attitude et les bonnes instructions, qui sait ?» Après le départ de M. Carter, Johnson s'entraîna jusqu'à ce que son dos hurle de douleur et que ses doigts soient engourdis. Quand il rangea finalement le violon, il n'était pas sûr d'avoir fait des progrès médiocres. Mais quelque chose avait changé à l'intérieur de lui. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'éviter l'humiliation était en train de devenir autre chose. Un désir sincère d'apprendre. L'après-midi suivant, Johnson fut surpris de trouver M. Carter qui l'attendait dans la salle de pratique. « Ta tenue d'archer est toujours fausse, » dit le professeur en guise de salutation. « Et ta posture compense trop ta blessure. Tu n'obtiendras jamais un son clair de cette façon. » Johnson cligna des yeux de surprise. « Vous m'aidez. La proviseure Stevens a informé le corps professoral de ta performance spéciale, » dit M. Carter, son ton indiquant clairement ce qu'il pensait de la situation. Elle semblait très satisfaite d'elle-même. Le visage de Johnson brûla d'un mélange de colère et d'embarras. « Je n'apprécie pas que la musique soit utilisée comme un outil d'humiliation, » continua M. Carter. « Cela va à l'encontre de tout en quoi je crois en tant que musicien et enseignant. » Il fit un geste vers le violon. « Montre-moi ce que tu as pratiqué depuis hier. » Pendant l'heure suivante, M. Carter travailla avec Johnson, corrigeant sa technique et lui apprenant à contourner sa douleur au dos en ajustant sa posture. Le professeur de musique était exigeant mais patient, poussant Johnson à réessayer chaque fois qu'il faisait une erreur, mais jamais avec le tranchant cruel que la proviseure Stevens ou Mme Reynolds utilisaient. « Avant d'enseigner ici, j'ai étudié avec Itzhak Perlman à Juilliard », révéla M. Carter alors qu'il terminait. « J'ai eu des opportunités dont beaucoup de gens rêvent. »« Pourquoi enseignez-vous à Westridge au lieu de jouer ?» demanda Johnson. L'expression de M. Carter devint mélancolique. « Le trac a détruit ma confiance. Mais l'enseignement, c'est là que j'ai trouvé ma véritable vocation. » Il ajusta la position du coude de Johnson. Parfois, nos chemins prennent des tournants inattendus. Au cours des jours suivants, leurs séances de brouillance de l'après-midi continuèrent. M. Carter sélectionna un morceau relativement simple qui sonnerait de façon impressionnante pour des oreilles non entraînées. Le menuet en sol majeur de Bach et le décomposa en sections gérables que Johnson pourrait apprendre. « Ce morceau a des mélodies reconnaissables auxquelles le public s'identifiera, » expliqua M. Carter. « Même si ta technique n'est pas parfaite, l'impact émotionnel sera là. » Johnson absorbait tout comme une éponge, s'entraînant jusqu'à ce que son dos ait des spasmes et que M. Carter le force à faire des pauses. Malgré la douleur et la frustration, quelque chose se produisait. Des notes qui sonnaient autrefois tendues commençaient à couler plus naturellement, et ses doigts trouvaient leur position avec une confiance croissante. « Tu as un talent naturel », observa M. Carter le 5e jour de leur séance. « Avec une formation appropriée, tu pourrais devenir un excellent musicien. » Johnson secoua la tête. « Il s'agit juste de survivre au concert. »« Est-ce le cas ?» contesta M. Carter. « Parce que je vois quelque chose de plus quand tu joues, quelque chose que tu ne reconnais peut-être pas encore toi-même. » Avant que Johnson ne puisse répondre, la porte de la salle de pratique s'ouvrit brusquement. La proviseure Veronica Stevens se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression passant de la surprise à une froide colère. « Monsieur Carter, je n'étais pas au courant que vous offriez des cours particuliers. J'aide simplement un élève à se préparer pour sa performance, » répondit M. Carter d'un ton égal, « celle que vous avez assignée. » Les yeux de la proviseure Stevens se plissèrent. « Comme c'est dévoué de votre part, j'espère que vous ne donnez pas à monsieur. » Williams de faux espoirs quant à ses capacités. « Au contraire, » dit M. Carter, sa voix basse mais ferme, « je m'assure simplement qu'il ait une chance équitable de réussir. » Le sourire de la proviseure Stevens n'atteignit pas ses yeux. « Eh bien, ne me laissez pas interrompre ce tutoriel. Le concert est dans 5 jours, Monsieur Williams. J'attends avec impatience votre performance. » Elle se tourna pour partir, puis ajouta par-dessus son épaule « Oh, et les membres du conseil scolaire seront présents. Pas de pression. » Après son départ, Johnson s'assit, le violon dans ses mains tremblant. « Elle s'assure que j'échoue devant toutes les personnes importantes. »« Oh »
dit M. Carter doucement. Elle s'assure qu'il y aura des témoins de quelque chose d'inattendu. Il posa une main sur l'épaule de Johnson. Ne joue pas pour elle, Johnson. Joue pour toi. La nouvelle de la prochaine performance de Johnson s'était répandue dans tout le lycée Westridge. Dans les couloirs, les élèves chuchotaient à son passage, certains offrant des encouragements, d'autres se moquant de lui. Madame Reynolds avait pris l'habitude de l'interroger constamment en classe, comme si elle espérait le prendre au dépourvu à cause de son emploi du temps d'entraînement. « J'espère que vos études musicales n'interfèrent pas avec vos responsabilités académiques, monsieur Williams, disait-elle avec un sourire mince chaque fois qu'il répondait correctement, déçu de ne pas pouvoir l'embarrasser. Johnson gardait la tête baissée et se concentrait sur le violon. Avec les conseils de M. Carter, ses progrès s'accélérèrent. Le professeur de musique avait été stupéfait lorsque Johnson avait rejoué un passage complexe après l'avoir entendu une seule fois. « C'est extraordinaire », avait dit M. Carter. « La plupart des élèves ont besoin de pratiquer un passage des dizaines de fois avant de pouvoir le reproduire aussi précisément. » « Je ne lis pas encore bien la musique », admit Johnson. « Mais quand j'entends quelque chose, je peux en quelque sorte sentir où les notes devraient être. » M. Carter hocha la tête pensivement. « Tu joues à l'oreille, une compétence précieuse qui manque à de nombreux musiciens de formation classique. Tu entends intuitivement les relations entre les notes. Cette capacité devint le fondement de leur stratégie. Plutôt que d'essayer d'apprendre à Johnson à lire la musique couramment dans le temps limité disponible, M. Carter se concentra sur le développement de son oreille et de sa mémoire musculaire. Il jouait des sections du morceau de Bach et Johnson les répétait, construisant progressivement des passages plus longs. « Le public ne saura pas si tu lis la musique ou si tu joues de mémoire », expliqua M. Carter. « Il ne se souciera que de la façon dont cela sonne. » À la fin de la semaine, Johnson pouvait jouer toute la première moitié du menuet en sol majeur avec une compétence raisonnable. Ce n'était pas parfait. Sa technique montrait toujours son inexpérience, mais la musicalité était là. Quelque chose de brut et d'honnête dans son interprétation que même M. Carter trouvait émouvant. « Il se passe quelque chose de spécial ici », dit le professeur après une séance d'entraînement particulièrement bonne. « Tu te connectes à la musique à un niveau émotionnel que de nombreux musiciens formés mettent des années à développer. » Johnson haussa les épaules, mal à l'aise avec les éloges. « J'essaie juste de ne pas m'embarrasser. »« Non, » insista M. Carter, « c'est plus que cela maintenant. Tu ne fais pas que jouer des notes, tu exprimes quelque chose. » Le week-end précédant le concert, Aïcha vint entendre les progrès de Johnson. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il joua le morceau. « Johnson, c'est incroyable. Comment as-tu appris si vite ?»« Monsieur Carter m'a aidé, » expliqua Johnson, légèrement embarrassé. « Il dit que j'ai une bonne oreille. »« Une bonne oreille? C'est incroyable !» s'exclama Aïcha. « Tu as appris en quelques jours ce qu'il m'a fallu des mois quand j'ai commencé. » La mère de Johnson, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, essuya une larme. « Tu sonnes exactement comme ton père », dit-elle doucement. Ce soir-là, tandis que Johnson rangeait soigneusement le violon, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. De la fierté. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée d'éviter l'humiliation était devenu quelque chose de significatif, quelque chose qui le reliait à une partie de lui-même qu'il ne savait pas exister. Lundi matin, 3 jours avant le concert, la proviseure Stevens fit une annonce pendant la récréation. Pour rappel, notre concert de printemps mettra en vedette une performance solo spéciale de Johnson Williams, dit-elle à l'interphone, sa voix portant un soupçon de moquerie. J'encourage tous les professeurs et les élèves à assister à cette présentation unique. Pendant le déjeuner, Johnson s'entraînait à son endroit habituel lorsqu'il prit conscience que quelqu'un le regardait. Il leva les yeux et vit un petit groupe d'élèves de l'orchestre de l'école debout dans l'embrasure de la porte. « Est-ce vrai que tu as appris à jouer en seulement 2 semaines ?» demanda l'un d'eux. Johnson hocha la tête mal à l'aise. « Pouvons-nous entendre quelque chose ?» demanda un autre élève. Hésitant, Johnson joua les premières mesures du morceau de Bach. Quand il eut fini, les élèves échangèrent des regards. « C'est en fait vraiment bien », dit une fille qui jouait du violoncelle dans l'orchestre. « Es-tu sûr de ne jamais avoir joué auparavant ?»« Certain », répondit Johnson. « Eh bien, tu as un talent sérieux », dit la violoncelliste. « Nous avons entendu dire que la proviseure Stevens te faisait faire ça comme une punition, mais cela ne sonne pas comme une punition quand tu joues. » Tandis qu'il partait, Johnson resta assis à penser à ces mots. Le violon, qui avait été si étranger dans ses mains il y a quelques jours à peine, se sentait maintenant comme une extension de lui-même. La musique, qui avait autrefois été juste des notes à mémoriser, coulait maintenant à travers lui, portant des émotions qu'il ne pouvait pas exprimer avec des mots. Cet après-midi-là, lorsque Johnson arriva à sa séance avec M. Carter, il trouva le professeur de musique assis au piano, une expression pensive sur le visage. « J'ai réfléchi, » dit M. Carter. Le morceau de Bach progresse bien, mais je me demande si nous ne devrions pas essayer quelque chose de différent pour le concert. « Différent, mais il ne nous reste que 3 jours, protesta Johnson. « Je sais, mais j'ai une théorie. »
Monsieur Carter joua une mélodie complexe au piano, quelque chose que Johnson n'avait jamais entendu auparavant. « Peux-tu rejouer ça ?» Johnson leva le violon à son épaule et, après un moment d'hésitation, reproduisit la mélodie avec une précision surprenante. Monsieur Carter hocha la tête comme pour confirmer quelque chose à lui-même. « Comme je le soupçonnais, Johnson, je pense que nous avons été trop prudents. Ton don n'est pas seulement une bonne mémoire de hauteur, c'est une intuition musicale plus profonde. » Il tendit à Johnson une partition. C'est la méditation de Thaïs de Massenet. Elle est généralement considérée comme un morceau avancé, mais je pense que tu peux lui rendre justice. Mais je peux à peine jouer le morceau de Bach proprement, argumenta Johnson. Le morceau de Bach est techniquement plus simple, mais il exige une précision qui vient avec des années d'entraînement, expliqua M. Carter. Le morceau de Massenet repose davantage sur l'expression émotionnelle et le phrasé naturel, des qualités que tu possèdes déjà. Il mettra en fait mieux en valeur tes forces. Johnson regarda la partition avec doute. Je ne peux pas apprendre à lire ça en 3 jours. Tu n'auras pas besoin de le faire, dit même. Carter se tournant vers le piano. Écoute, tandis que la mélodie magnifique et envoûtante remplissait la pièce, Johnson ferma les yeux. Il pouvait sentir la musique parler à quelque chose de profond à l'intérieur de lui, quelque chose qui attendait d'être réveillé. 2 jours avant le concert, la catastrophe frappa. Johnson arriva à l'école et trouva un avis affiché sur la porte de la salle de musique. Toutes les salles de pratique sont réservées pour la répétition de l'orchestre, préparation du concert de printemps. Lorsqu'il frappa au bureau de M. Carter, le professeur de musique ouvrit la porte avec une expression sombre. L'approviseur Stevens a programmé des répétitions obligatoires de l'orchestre tous les après-midi jusqu'au concert, expliqua M. Carter. Elle prétend que c'est nécessaire pour les préparatifs finaux. Mais le directeur de l'orchestre m'a dit que c'était une décision de dernière minute de l'administration. Elle essaye d'arrêter nos séances d'entraînement, réalisa Johnson. M. Carter hocha la tête. Il semble que notre proviseur s'inquiète de tes progrès. Que faisons-nous maintenant ? Demanda Johnson, la panique montant dans sa poitrine. J'ai encore besoin de m'entraîner. Nous nous adaptons, dit fermement M. Carter. Retrouve-moi dans le parc en face de l'école à 16h30. Nous continuerons là-bas. Cet après-midi-là, en cours d'anglais, Madame Reynolds annonça un contrôle surprise sur le devoir de lecture, un long chapitre qui leur avait été assigné la veille. J'espère que tout le monde a terminé la lecture, dit-elle, les yeux fixés sur Johnson. Cela comptera pour 20% de votre note trimestrielle. Johnson était resté debout jusqu'à minuit pour travailler sur le devoir, sachant que Madame Reynolds chercherait la moindre occasion de le saper. Il termina le contrôle avec confiance, mais lorsqu'il le remit, Madame Reynolds fronça les sourcils en regardant sa feuille. « Monsieur Williams, je remarque que vous avez été très concentré sur vos efforts musicaux ces derniers temps, » dit-elle doucement. « J'ai assigné un travail de recherche spécial à rendre demain, juste pour vous. 10 pages sur le symbolisme dans les œuvres de Hawthorne pour m'assurer que vous ne négligez pas vos responsabilités académiques. » Johnson la regarda avec incrédulité. « Mais le concert est après-demain, j'ai besoin de m'entraîner. »« Vos activités extrascolaires ne me concernent pas, » le coupa Madame Reynolds. « À moins que vous ne préfériez échouer à ce cours ?» Johnson quitta la salle de classe, les dents serrées de frustration. Dans le couloir, il rencontra Aïcha. « Johnson, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, voyant son expression. « Madame Reynolds vient de m'assigner un travail de 10 pages à rendre demain. Et l'approviseur Stevens a bloqué toutes les salles de pratique, expliqua-t-il. Il s'assure que j'échoue. » Les yeux d'Aïcha brillèrent de colère. « Ils ne peuvent pas faire ça. Ils l'ont déjà fait, » répondit Johnson, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés après que Madame Reynolds lui ait blessé le dos. « Alors nous travaillerons ensemble, » déclara Aïcha. « Je t'aiderai avec le travail ce soir, et tu pourras t'entraîner chez moi. » Après l'école, Johnson rencontra M. Carter au parc comme prévu. Son dos était douloureux à force d'être assis en cours toute la journée et le stress du travail de Madame Reynolds pesait lourdement sur lui. « Ta posture est terrible aujourd'hui, » observa M. Carter, tandis que Johnson avait du mal à positionner le violon. « Ta blessure s'est ravivée, n'est-ce pas ?» Johnson hocha la tête à contre-cœur. « C'est pire quand je suis stressé. » L'expression de M. Carter s'adoucit. « Johnson, pourquoi n'as-tu pas signalé ce que Madame Reynolds t'a fait ? C'était de la maltraitance physique. » « Qui me croirait ?» demanda Johnson avec amertume. « L'approviseur Stevens dirait juste que j'invente des excuses. »« Moi, je te croirais, » dit doucement M. Carter. « Et il y en a d'autres qui le feraient aussi. » Johnson secoua la tête. « Cela n'a plus d'importance maintenant. J'ai juste besoin de survivre à ce concert. » Ils s'entraînèrent pendant 1 heure, mais le jeu de Johnson était affecté par sa douleur et sa distraction. Les belles phrases du morceau de Massenet se brisaient sans cesse en notes décousues au fur et à mesure que sa concentration faiblissait. « Ça ne marche pas !» dit finalement Johnson avec frustration, abaissant le violon. « Peut-être que je devrais juste jouer le morceau de Bach après tout. Au moins je le connais mieux. » « Le problème n'est pas la musique, » dit M. Carter. « C'est que tu joues à partir d'un lieu de peur et de colère. Ces émotions ont leur place dans la musique, mais pas quand elles sont dirigées contre toi-même.
Il s'assit sur un banc du parc et fit signe à Johnson de le rejoindre. « Pourquoi fais-tu ça, Johnson ?»« Parce que l'approviseur Stevens me force à le faire, » répondit Johnson automatiquement. « Non. » Monsieur Carter secoua la tête. « Pourquoi travaillais-tu si dur? Tu aurais pu simplement refuser, prendre la retenue ou jouer délibérément mal. » Johnson resta silencieux pendant un long moment. « Parce que je veux leur montrer qu'ils ont tort à mon sujet, » admit-il finalement. « Tous, l'approviseur Stevens, Madame Reynolds, tous ceux qui pensent que je ne suis rien. Et c'est tout ?» insista doucement Monsieur Carter. Johnson fixa le violon dans ses mains. « Non, dit-il doucement. Je veux bien jouer parce que quand je joue, je me sens connecté à quelque chose de plus grand que moi, à quelque chose de beau. » Monsieur Carter hocha la tête. « C'est la vérité que j'attendais d'entendre. C'est ce qui doit transparaître dans ta musique. » Il se leva. « Maintenant, joue à partir de cet endroit. Pas à partir de ta colère ou de ta peur, mais à partir de cette connexion. » Johnson leva à nouveau le violon, ferma les yeux et commença à jouer. Cette fois, la musique coulait différemment. Imparfaite encore, mais vivante d'émotions et de sentiments authentiques. Quand il eut fini, il ouvrit les yeux et trouva M. Carter qui le regardait avec un mélange de fierté et de quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « C'est, dit doucement le professeur. Pourquoi ils ont peur de toi, Johnson? Pas parce que tu pourrais t'embarrasser, mais parce que tu pourrais révéler ton véritable potentiel. » Ce soir-là, avec l'aide d'Aïcha, Johnson termina le travail de recherche tout en faisant des pauses guides pour s'entraîner. Sa mère appliqua une bouillotte sur son dos et prépara son plat préféré. « Tu vas y arriver, bébé », l'encouragea-t-elle. « Peu importe ce qui se passe à ce concert, je suis déjà si fier de toi. » Alors que Johnson s'endormait enfin, épuisé mais déterminé, il pensa à ce que M. Carter avait dit. Pour la première fois, il se permit d'envisager que peut-être, juste peut-être, cette performance forcée n'était pas la fin de quelque chose, mais le début. Mercredi soir, alors que Johnson se préparait pour sa dernière séance d'entraînement avec M. Carter, avant le concert, son téléphone sonna. C'était le professeur de musique qui appelait depuis un numéro que Johnson ne reconnaissait pas. « Johnson, j'ai dû quitter l'école plus tôt aujourd'hui », expliqua Mo. Carter, sa voix teintée d'excitation. « Peux-tu me retrouver au magasin de musique Riverside, au lieu du parc? Il y a quelque chose que je dois te montrer. » 45 minutes plus tard, Johnson poussa la porte du petit magasin de musique de l'autre côté de la ville. Le magasin était rempli d'instruments de toutes sortes, de partitions de musique tapissant les murs, et l'odeur du vernis à bois et de la colophane flottait dans l'air. Monsieur Carter attendait près du fond, en train de parler avec un homme âgé qui possédait le magasin. « Johnson, voici Monsieur Rossetti », les présenta à Monsieur Carter. « Il est dans le secteur de la musique depuis plus de 50 ans. » Monsieur Rossetti étudia Johnson avec des yeux perçants. « Alors c'est le jeune homme dont tu m'as parlé, Carter, le talent naturel. » Johnson se tortilla mal à l'aise. « Je suis encore en train d'apprendre, monsieur. »« Nous sommes tous encore en train d'apprendre, mon fils, » répondit même Rossetti avec un sourire. Même après 50 ans, Monsieur Carter conduisit Johnson vers un petit bureau à l'arrière du magasin. « J'ai fait des recherches, » expliqua-t-il, allumant un écran d'ordinateur. « Quelque chose dans ta musicalité naturelle m'a rappelé un autre élève que j'ai connu, quelqu'un avec des capacités intuitives similaires. » Sur l'écran se trouvait une vidéo de ce qui semblait être un récital universitaire. Le rodatage montrait que cela remontait à près de 20 ans. « J'ai appelé des collègues de mon ancienne école, » continua M. Carter. « Ils m'ont aidé à déterrer ça des archives. » Il appuya sur lecture et un jeune homme noir entra sur scène, un violon à la main. Avant même qu'il ne commence à jouer, Johnson ressentit un choc de reconnaissance. « C'est mon père », murmura-t-il. M. Carter hocha la tête. « Michael Williams. Il a été étudiant en musique à Eastman pendant un semestre avant de devoir abandonner pour des raisons financières. » Il observa l'expression stupéfaite de Johnson. « Tu ne savais pas ?» Johnson secoua la tête, incapable de détourner les yeux de l'écran. « Je savais qu'il jouait un peu, mais pas comme ça. » Sur la vidéo, son père commença à jouer un morceau classique complexe, exécuté avec une compétence technique et une profonde expression émotionnelle. Le jeune homme, à l'écran, ferma les yeux en jouant, se balançant légèrement avec la musique, son visage montrant la même connexion à la musique que monsieur. Carter avait remarqué chez Johnson. « Ton père était extraordinairement talentueux », expliqua M. Carter. « Il a reçu une bourse après cette performance, mais il avait déjà décidé de quitter l'école. Ta mère était enceinte de toi. » Et il sentait qu'il était de sa responsabilité de fournir un revenu stable. Des larmes montèrent aux yeux de Johnson tandis qu'il regardait son père jouer avec une compétence et une passion qu'il n'avait jamais connues. La ressemblance entre leurs styles de jeu était indéniable. Le même phrasé intuitif, la même connexion émotionnelle à la musique. « Je n'en avais aucune idée, » murmura Johnson. « Maman ne m'a jamais dit qu'il était aussi bon. » « Peut-être que c'était trop douloureux, » suggéra doucement M. Carter. « Les rêves différés le sont souvent. » Quand la vidéo se termina, Johnson resta assis en silence, traitant cette nouvelle connexion à son père. « Pourquoi as-tu cherché ça ?»
demanda-t-il finalement. Parce que ta musicalité est trop naturelle pour être une coïncidence, répondit M. Carter. Quand j'ai vu à quelle vitesse tu as appris, à quel point tu as compris intuitivement le phrasé et le ton, j'ai soupçonné qu'il pourrait y avoir un héritage musical sur lequel nous pourrions nous appuyer. M. Rossetti, qui avait écouté en silence, prit la parole. Carter me dit que tu joues la méditation de Thaïs de Massenet demain. Ton père jouait ce morceau magnifiquement. Il l'a fait ? Demanda Johnson. En effet, et maintenant je comprends pourquoi Carter t'a amené ici. L'homme âgé disparut dans une pièce à l'arrière et revint en portant un étui à violon, usé par l'âge mais clairement bien entretenu. Ceci appartenait à ton père, dit-il. Il me l'a vendu quand les temps sont devenus durs, mais m'a fait promettre de ne jamais le vendre à personne d'autre. Il a dit qu'il le rachèterait un jour quand les choses s'amélioreraient. Il posa l'étui sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un violon avec une riche finition ambrée, visiblement ancien, mais entretenu avec amour. « Je ne pourrais pas me permettre, » balbutia Johnson. « Il est déjà à toi, » dit simplement M. Rossetti. « Ton père l'a payé intégralement, juste en versement. Je n'ai jamais encaissé le dernier versement. Il est arrivé 1 semaine avant son décès. J'attendais le bon moment pour le rendre à ta famille. » Johnson souleva soigneusement l'instrument de son étui. Il était différent du violon d'Aïcha, plus lourd en quelque sorte, plus substantiel. « Puis-je » demanda-t-il. Au signe de tête de M. Rossetti, Johnson plaça le violon sous son menton et tira l'archet sur les cordes. Le son qui émergea était riche et résonnant, portant une profondeur que le violon d'élève d'Aïcha ne pouvait égaler. « C'est un instrument allemand de la fin des années 1800, expliqua M. Rossetti. Rien de fantaisiste selon les normes professionnelles, mais une fabrication solide avec un excellent son. Ton père pouvait le faire chanter comme peu d'autres que j'ai entendus. » Johnson joua quelques mesures du morceau de Massenet. Et les deux hommes regardèrent en silence. M. Carter avec satisfaction, M. Rossetti avec un émerveillement croissant. « C'est étrange, » dit le propriétaire du magasin quand Johnson eut fini. « La ressemblance dans ton jeu. C'est comme si l'esprit musical de ton père vivait en toi. » Ce soir-là, Johnson emporta le violon de son père à la maison, expliquant à sa mère ce qu'il avait découvert. Elle s'assit sur le canapé en serrant un mouchoir tandis que Johnson lui montrait la vidéo que M. Carter avait trouvée. « Je ne t'ai pas tout dit sur la musique de ton père, » admit-elle. « Ça me faisait trop mal, il a tout abandonné pour nous et je me suis toujours senti coupable qu'il n'ait jamais pu poursuivre son rêve. »« Pourquoi n'a-t-il jamais joué à la maison ?» demanda Johnson. Sa mère essuya ses yeux. « Il l'a fait quand tu étais très petit, mais après un certain temps, je pense que c'est devenu trop douloureux pour lui, un rappel de ce qui aurait pu être. » Elle toucha le violon avec révérence. Je n'avais aucune idée qu'Otto avait encore ça. Monsieur Rossetti a dit que papa était toujours en train de le payer. Elle hocha la tête. Cela ressemble à ton père. Il n'a jamais renoncé à rien de ce qui lui tenait vraiment à cœur. Elle serra la main de Johnson. Tout comme son fils. Johnson s'entraîna tard dans la nuit, sa douleur au dos temporairement oubliée alors qu'il se connectait avec l'instrument et l'héritage de son père. Quelque chose avait changé. Ce qui avait commencé comme une réponse à l'humiliation était devenu un pont vers son passé et peut-être son avenir. Alors qu'il posait finalement le violon de côté pour dormir, Johnson ressentit une certitude qu'il n'avait pas connue auparavant. La performance de demain ne concernait plus la proviseur Stevens, ou le fait de prouver à qui que ce soit qu'ils avaient tort. Il s'agissait d'honorer son père et d'embrasser un don qu'il ne savait pas être son droit de naissance. Le matin du concert, Johnson arriva tôt à l'école et trouva M. Carter qui l'attendait devant la salle de musique. « J'ai des nouvelles » dit le professeur, son expression sérieuse mais excitée. « Un ancien collègue à moi vient au concert ce soir. »« D'accord » répondit Johnson, ne comprenant pas l'importance. « Le docteur Marcus Williams » clarifia M. Carter. « Il est le directeur musical de l'Eastman School of Music et l'un des violonistes les plus respectés du pays. Il siège également au Conseil de l'éducation de l'État. » Les yeux de Johnson s'écarquillèrent. « Pourquoi viendrait-il à un concert de lycée ?»« Parce que je l'ai appelé, » dit simplement M. Carter. « Je lui ai envoyé la vidéo d'entraînement que nous avons enregistrée hier. Il a été impressionné, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand je lui ai dit depuis combien de temps tu joues. « Vous m'avez enregistré hier ?» demanda Johnson, surpris. « Avec la permission de ta mère, j'espère que ça ne te dérange pas, » ajouta M. Carter. « Le Dr Williams et moi avons étudié ensemble il y a des années. Il est toujours à l'affût de talents exceptionnels, en particulier issus de milieux sous-représentés. » Johnson ressentit un mélange d'excitation et de terreur. « Donc au lieu de juste m'embarrasser devant l'école et la proviseure Stevens, je dois le faire devant un musicien célèbre aussi ?» M. Carter rit. « Ce n'est pas pour ça que je l'ai invité. Le Dr Williams a des relations et une influence qui pourraient t'ouvrir des portes, si tu es intéressé à poursuivre la musique plus loin. » L'idée était si inattendue que Johnson ne savait pas comment répondre. Jusqu'à il y a 2 semaines, la musique n'avait jamais fait partie de ses plans ou de ses rêves. Tout au long de la journée, les nerfs de Johnson augmentèrent.
Le concert était prévu à 19h et la nouvelle s'était répandue que quelque chose d'inhabituel était attendu de sa performance. Certains élèves offrirent des encouragements, tandis que d'autres indiquèrent clairement qu'ils ne venaient que pour assister à son humiliation. Pendant la 6e période, la proviseure Stevens fit une annonce à l'interphone. Pour rappel, le concert de printemps de ce soir mettra en vedette des performances de notre fanfare et de notre orchestre, ainsi qu'un solo spécial de Johnson Williams. Le conseil scolaire sera présent, alors montrons tout notre meilleur comportement. Son ton portait un soupçon d'avertissement qui n'échappa pas à Johnson. Après l'école, Johnson se rendit à l'auditorium pour une dernière répétition sur scène. À sa grande surprise, un homme noir, grand et distingué se tenait avec Meur. Carter près du piano. Johnson, voici le docteur Marcus Williams, les présenta à M. Carter. Le docteur Williams tendit la main avec un sourire chaleureux. C'est un plaisir de te rencontrer, jeune homme. David m'a beaucoup parlé de tes progrès remarquables. Merci, monsieur, répondit Johnson nerveusement. Mais je ne joue que depuis 2 semaines. Je ne suis pas vraiment... 2 semaines interrompit le docteur Williams, regardant M. Carter avec incrédulité. Je pensais que tu exagérais. Pas du tout, confirma M. Carter. Johnson a une facilité naturelle extraordinaire pour la musique, et il s'avère que cela vient de la famille. Brièvement, ils expliquèrent le père de Johnson et le violon qui lui avait été rendu. Le docteur Williams hocha la tête pensivement. La musique a une façon de trouver ses héritiers légitimes. Parfois, elle saute une génération, parfois elle reste dormante, mais le vrai talent finit toujours par émerger. Il fit un geste vers la scène. « Cela te dérangerait-il de jouer un peu pour moi avant l'arrivée du public ?» Johnson prit une profonde inspiration, positionna le violon de son père et commença à jouer le morceau de Massenet. Malgré sa nervosité, la musique coula plus naturellement que jamais auparavant, le riche son du vieux violon remplissant l'auditorium d'une beauté envoûtante. Quand il eut fini, le docteur Williams resta silencieux pendant un moment. « C'était remarquable, dit-il finalement. Il y a des problèmes techniques, bien sûr. C'est à prévoir avec si peu d'entraînement, mais la musicalité, la connexion émotionnelle, il se tourna vers M. Carter. « Tu as eu raison de m'appeler. » Ils furent interrompus par le bruit des portes de l'auditorium qui s'ouvrirent. La proviseure Veronica Stevens entra, suivie de Mme Reynolds. Les 2 femmes s'arrêtèrent d'un net quand elles les virent, tous les 3 sur scène. « Monsieur ?» Carter, l'auditorium est censé être fermé jusqu'à 18h pour l'installation, dit sèchement la proviseure Stevens. Puis elle remarqua le docteur Williams. « Je suis désolé, je ne crois pas que nous ayons été présentés. »« Docteur Marcus Williams, » répondit-il, s'avançant pour lui serrer la main. « Eastman School of Music. Je suis un vieil ami de David et il m'a invité à assister au concert de ce soir. » L'expression de la proviseure Stevens se transforma instantanément en un charme exercé. « Docteur Williams, quel honneur de vous avoir à Westridge. Je n'étais pas au courant que vous veniez. » Elle lança à M. Carter un regard qui promettait des conséquences futures. « C'était une décision de dernière minute, » expliqua doucement le docteur Williams. « David m'a parlé d'un jeune violoniste prometteur dans votre corps étudiant, et je voulais entendre par moi-même. » Le sourire de la proviseure Stevens vacilla légèrement. « Je vois. Eh bien, je crains que M. Williams n'ait que récemment commencé ses études musicales. Je ne voudrais pas que vous portiez des jugements prématurés basés sur ce qui est essentiellement un exercice disciplinaire. » « Disciplinaire ?» Le docteur Williams haussa un sourcil. « Un malentendu, » intervint rapidement M. Carter. Johnson avait besoin d'une occasion de mettre en valeur ses talents et la proviseure Stevens lui en a gracieusement fourni une. Mme Reynolds laissa échapper un petit rire moqueur qui ne passa pas inaperçu auprès du docteur Williams. « Eh bien, j'attends avec impatience la performance, » dit le docteur Williams, son ton agréable mais ses yeux rusés alors qu'il se déplaçait entre la proviseure Stevens et Johnson. « D'après mon expérience, le vrai talent émerge souvent d'endroits inattendus. » En effet, la proviseure Stevens répondit d'un ton tendu. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous devons préparer l'auditorium. Johnson, peut-être devrais-tu te reposer avant ta performance. Nous ne voudrions pas que tu te fatigues. » Le renvoi dans son ton était clair. Tandis que Johnson rangeait son violon, il entendit la proviseure Stevens parler d'urgence à Mme Reynolds. « Découvre qui est ce docteur Williams et quel pourrait être son lien avec le Conseil de l'éducation de l'État. » chuchota-t-elle, et assure-toi que toute la documentation pour les problèmes disciplinaires de Johnson est en ordre. Juste au cas où, Johnson quitta l'auditorium avec un mélange de nervosité et d'un nouveau sentiment inattendu. L'espoir. Pour la première fois, il sentit que la soirée pourrait ne pas se terminer par l'humiliation que la proviseure Stevens avait prévue. À 18h30, l'auditorium du lycée Westridge se remplissait. Johnson jeta un coup d'œil à travers les rideaux depuis les coulisses et vit plus de gens qu'il n'y en avait jamais eu à un concert scolaire auparavant. La nouvelle s'était répandue au sujet de sa performance de punition.
et il semblait que tout le monde voulait assister soit à une catastrophe, soit à un miracle. Il aperçut sa mère au 3e rang, vêtue de sa plus belle tenue malgré le fait qu'elle venait directement de son quart de travail à l'hôpital. À côté d'elle était assise Aïcha, qui leva le pouce quand elle croisa son regard. Au 1er rang, les membres du conseil scolaire discutaient avec la proviseure Stevens, qui pointait divers éléments de l'auditorium récemment rénové. Le docteur Williams avait pris place près du fond, observant tout avec un intérêt tranquille. Johnson remarqua que la proviseure Stevens jetait nerveusement des regards dans sa direction à plusieurs reprises. « Comment te sens-tu » demanda M. Carter, rejoignant Johnson dans les coulisses. « Terrifié » admit Johnson. « Il y a tellement de monde. » « Concentre-toi sur la musique, pas sur le public, conseilla M. Carter. « Souviens-toi de ce dont nous avons discuté. Joue avec ton cœur, pas avec ta peur. » La partie orchestrale du concert se déroula sans problème. Johnson regarda depuis les coulisses ses camarades de classe interpréter des morceaux qu'ils avaient pratiqués pendant des mois. Finalement, la proviseure Stevens s'approcha du microphone pour l'introduction que Johnson redoutait. « Pour notre dernière performance ce soir, nous avons un solo spécial », annonça-t-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Comme certains d'entre vous le savent, Johnson Williams jouera du violon pour nous. Cette performance fait partie de l'approche disciplinaire alternative de notre école, encourageant les élèves à développer de nouvelles compétences plutôt que de purger une retenue traditionnelle. Des murmures se répandirent dans le public. Johnson vit l'expression de sa mère se durcir. « Bien que je ne m'attende pas au raffinement de nos élèves de musique réguliers, continua la proviseure Stevens, j'espère que vous soutiendrez tous cette expérience éducative. » Tandis qu'elle s'éloignait du microphone, le docteur Williams se leva de son siège. « Si je peux ajouter quelque chose, lança-t-il, sa voix grave portant une autorité qui fit se figer la proviseure Stevens à mi-chemin. « Bien sûr, docteur Williams, répondit-elle, incapable de refuser un invité aussi distingué. Le docteur Williams s'approcha de la scène. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Marcus Williams de l'Eastman School of Music. Je suis venu ce soir spécialement pour entendre Johnson Williams jouer. » Bien que la proviseure Stevens ait raison de dire que Johnson n'a que récemment commencé une formation musicale formelle, je pense qu'il est important de noter que le talent musical existe souvent indépendamment de l'éducation formelle. Parfois, le plus grand cadeau qu'un éducateur puisse offrir est simplement de reconnaître le potentiel qui existe déjà chez un élève. Le commentaire pointu n'échappa à personne. Le sourire de la proviseure Stevens devint cassant alors qu'elle retournait à son siège. « Johnson Williams » annonça le docteur Williams, jouant la méditation de Thaïs de Massenet. Le cœur battant, Johnson entra sur scène, portant le violon de son père. L'auditorium se fit silencieux tandis qu'il se positionnait sous les projecteurs. Pendant un moment, la panique menaça de le submerger. Son dos était douloureux, ses mains tremblaient, et la mer de visage devant lui se brouilla. Puis il aperçut sa mère, dont les yeux brillaient de larmes et de fierté. À côté d'elle, Aïcha hocha la tête encourageamment. Derrière eux, il remarqua plusieurs élèves de la classe de Madame Reynolds, ceux qui avaient été témoins de son humiliation, qui regardaient avec des visages impatients. Johnson ferma les yeux, prit une profonde inspiration et leva le violon à son menton. Il pensa à son père, à l'héritage qu'il ne savait pas qu'il portait, à la musique qui vivait d'une manière ou d'une autre dans son sang malgré des années de silence. Les premières notes remplirent l'auditorium, hésitantes au début, puis gagnant en confiance à mesure que Johnson se perdait dans la musique, les imperfections techniques dont Messe. Carter avait parlé étaient là, mais elles étaient éclipsées par quelque chose de plus puissant. L'émotion brute et la musicalité naturelle qui ne pouvaient être enseignées. Tandis que Johnson jouait, le public resta pétrifié. Même le maintien exercé de la proviseure Stevens s'effrita, son expression passant de l'attente narquoise, de l'échec à l'incrédulité, puis à quelque chose qui approchait l'alarme. Au milieu du morceau, les portes de l'auditorium s'ouvrirent, et un policier en uniforme entra, accompagné d'une femme en tailleur qui scruta la salle avant d'apercevoir la proviseure Stevens. Ils se frayèrent un chemin dans l'allée et s'arrêtèrent pour chuchoter quelque chose au docteur Williams, qui hocha la tête d'un air sombre. Johnson, perdu dans la musique, ne remarqua rien de tout cela. Il joua les dernières notes du morceau, les yeux toujours fermés, le violon chantant d'une voix qui semblait venir d'un endroit au-delà de lui, peut-être de son père, peut-être d'une source plus profonde de mémoire héritée. Quand il abaissa l'archet, le silence ne dura qu'un battement de cœur avant que l'auditorium n'éclate en applaudissements. Johnson ouvrit les yeux et vit tout le public debout, des élèves, des parents, des professeurs, même les membres du conseil scolaire. Le docteur Williams fut le premier à l'atteindre alors qu'il quittait la scène, lui serrant chaleureusement la main. « Extraordinaire, dit-il. Avec une formation appropriée, tu pourrais… » Il fut interrompu par la proviseure Stevens, qui se fraya un chemin à travers la foule se rassemblant autour de Johnson. « Une performance surprenante, dit-elle d'un ton tendu. Bien sûr, avec plus de discipline et une formation appropriée. Proviseur Stevens,
coupa la femme en tailleur, s'avançant avec le policier à ses côtés. Je suis la détective Sarah Chin de l'unité spéciale des victimes du comté et voici l'agent Taylor de la division des ressources scolaires. Nous devons vous parler immédiatement concernant des allégations de violence physique à l'encontre d'un élève. La couleur quitta le visage de la proviseure Stevens. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est guère le moment ou l'endroit. Nous avons des preuves vidéo, déclara froidement la détective Chin, de la caméra de sécurité dans la classe de Madame Reynolds montrant son agression sur Johnson Williams la semaine dernière. Un soupir collectif traversa la foule. Johnson resta immobile, son violon toujours à la main. « C'est impossible !» bredouilla la proviseure Stevens. « Ces caméras ne sont pas, il n'y a pas... Les caméras ont été installées le mois dernier dans le cadre de la mise à niveau de la sécurité. » Intervint un des membres du conseil scolaire. « Les images sont automatiquement archivées pendant 30 jours. » Madame Reynolds se fraya un chemin à travers la foule, son visage tordu de colère. « C'est ridicule. Le garçon était perturbateur et j'ai simplement... » l'a poussé sur une chaise cassée avec suffisamment de force pour causer une blessure perforante à son dos. Termina la détective Chin à sa place. Nous avons également le rapport médical de l'hôpital. Johnson regarda sa mère avec confusion. Elle ne l'avait emmené à aucun hôpital. Je l'ai signalé, dit doucement M. Carter à Johnson. Après que tu m'aies montré ta blessure hier, je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser cela continuer. Le docteur Williams s'avança. En tant que membre du Conseil de l'éducation de l'État, j'ai demandé une enquête immédiate lorsque David m'a contacté avec ses préoccupations. La sécurité des élèves est notre priorité absolue. Le visage de la proviseure Stevens se durcit lorsqu'elle réalisa le piège dans lequel elle s'était engagée. Johnson Williams a été un problème de discipline depuis son arrivée dans cette école. Madame Reynolds ne faisait que maintenir l'ordre en classe. Et ce concert était une tentative de fournir une correction constructive plutôt que des mesures punitives. En l'humiliant publiquement, demanda le docteur Williams. En le piégeant pour qu'il échoue, ce n'est pas de l'éducation, mademoiselle Stevens, c'est de l'abus de pouvoir. La présidente du conseil scolaire s'approcha, son expression grave. Proviseur Stevens, madame Reynolds, je pense qu'il serait préférable que vous veniez toutes les deux avec nous pour discuter de cette affaire en privé. Compte tenu de ces allégations, vous êtes toutes les deux suspendues en attendant une enquête complète. Alors que la proviseure Stevens et madame Reynolds étaient escortées hors de l'auditorium, Johnson se retrouva entouré de camarades de classe lui offrant leurs félicitations pour sa performance. Sa mère l'enlaça étroitement, des larmes coulant sur son visage. « Je suis si fière de toi », chuchota-t-elle. « Ton père le serait aussi. » Le docteur Williams attendit patiemment que l'agitation immédiate se soit apaisée avant de s'approcher à nouveau de Johnson. « Ce violon appartenait à ton père ?» demanda-t-il. Johnson hocha la tête. « Oui, monsieur, je viens de le récupérer hier. » Le docteur Williams sourit. Je pensais l'avoir reconnu. Michael Williams était dans mon séminaire de première année à Eastman avant de devoir partir. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Il posa une main sur l'épaule de Johnson. Son talent vit en toi, peut-être même plus fort. Si tu es intéressé, j'aimerais discuter des possibilités de bourse pour notre programme d'été. Alors que la réalité de ce qui venait de se passer commençait à s'installer, Johnson regarda autour de lui l'auditorium transformé. Ce qui avait été conçu comme son humiliation publique était devenu quelque chose de complètement différent. Une justification, une célébration, et peut-être le début d'un nouveau chemin qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même. La nouvelle de ce qui s'était passé au concert de printemps s'est répandue dans tout le lycée Westridge comme une traînée de poudre. Lundi matin, tout le monde était au courant des suspensions de la proviseure Stevens et de Madame Reynolds, de l'enquête policière et du talent musical inattendu de Johnson. Le conseil scolaire a nommé une proviseure intérimaire, le docteur Eleanor Gaines, une éducatrice retraitée connue pour son style de leadership progressiste. Son premier acte officiel a été de convoquer une assemblée pour aborder la situation directement. Ce qui est arrivé à Johnson Williams représente un échec de notre système éducatif, a-t-elle dit à l'auditorium silencieux. Lorsque ceux qui sont chargés de nourrir les jeunes esprits abusent de leur autorité, nous en souffrons tous. Cet incident a révélé de graves problèmes au sein de notre culture scolaire qui doivent être résolus. Johnson était assis au fond de l'assemblée, toujours mal à l'aise avec l'attention. Des élèves à qui il n'avait jamais parlé auparavant lui souriaient et lui faisaient « et maintenant » signe de la main. Des professeurs qu'il avait précédemment ignorés trouvaient soudainement le temps de s'enquérir de ses intérêts et de ses aspirations. « C'est bizarre », confia-t-il à Aïcha au déjeuner. « La semaine dernière, j'étais invisible. Maintenant, tout le monde veut être mon ami. Les gens aiment être associés au succès. » répondit Aïcha pragmatiquement. « Mais les vrais amis sont là avant que les projecteurs ne te trouvent. » Elle lui donna un petit coup d'épaule. « En parlant de ça, vas-tu vraiment à ce programme d'été à Eastman ?» Johnson hocha la tête.
Le docteur Williams a appelé maman hier. Ils offrent une bourse complète, y compris le logement et la nourriture. Il dit qu'avec une formation intensive, je pourrais être prêt à auditionner pour la division préparatoire de l'école à l'automne. C'est incroyable, dit Aïcha, sa voix teintée à la fois de bonheur et de tristesse. Tu vas me manquer cet été cependant. C'est juste pour 6 semaines, lui assura Johnson. Et le docteur Williams dit que tu devrais postuler aussi. Ta technique est en fait bien meilleure que la mienne. La conversation fut interrompue par M. Carter, qui s'approcha de leur table avec un sourire. « Johnson, as-tu une minute? Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. » Dans la salle de musique, une jeune femme avec un appareil photo attendait. « Voici Lena Parker de la Tribune », les présenta M. Carter. « Elle fait un reportage sur l'éducation artistique dans les écoles défavorisées et elle aimerait t'interroger sur ton expérience. »« Moi ?» demanda Johnson surpris. « Mais je viens de commencer à jouer. C'est exactement pourquoi ton histoire est si captivante », expliqua Lena. Elle met en évidence combien d'élèves talentueux pourraient ne jamais découvrir leurs dons sans un accès et un encouragement appropriés. L'interview dura près d'1 heure, Johnson essayant maladroitement d'expliquer son immersion soudaine dans la musique et sa connexion inattendue à l'héritage de son père. « Seriez-vous prêt à jouer quelque chose pour nous ?» demanda Lena quand ils eurent fini de parler. « Cela améliorerait vraiment l'article d'avoir une composante vidéo en ligne. » À contre-cœur, Johnson accepta. Tandis qu'il jouait une partie du morceau de Massenet, maintenant plus raffiné, après une autre semaine d'entraînement, Lena l'enregistra sur son téléphone. Monsieur Carter regarda avec une fierté tranquille. « C'était magnifique, » dit Lena quand il eut fini. « Une dernière question. Que diriez-vous à d'autres élèves qui pourraient avoir des talents non découverts ?» Johnson réfléchit un moment. « Je dirais que parfois la chose qui est destinée à toi te trouve, même quand les autres essaient de l'utiliser contre toi. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir quelque chose de nouveau sur soi-même. » 3 jours plus tard, la Tribune publia l'article « Talent caché ? Comment une action disciplinaire a révélé le prodige musical ?» La vidéo qui l'accompagnait devint rapidement virale, se répandant bien au-delà de la communauté locale. À la fin de la semaine, moyenne, Johnson avait reçu des messages d'éducateurs musicaux de tout le pays, offrant encouragement et soutien. Le docteur Williams appela à nouveau, cette fois avec des nouvelles encore plus excitantes. « Johnson, la division préparatoire d'Eastman aimerait que tu joues à leur vitrine de printemps. C'est inhabituel pour un élève préadmission, mais ton histoire a attiré beaucoup d'attention. Ce serait une occasion de jouer sur une scène professionnelle avec une acoustique appropriée. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, dit honnêtement Johnson. Tu l'es, lui assura le docteur Williams. Et cette fois, tu joueras pour des gens qui veulent célébrer ton talent, pas l'exploiter. Le jour de la vitrine, Johnson se tenait dans les coulisses du Kilbourne Hall d'Eastman, écoutant des performances raffinées d'élèves qui jouaient depuis des années. Sa mère et Monsieur Carter étaient assis dans le public, ayant conduit 3 heures pour être là. Même Aïcha était venue, manquant une journée d'école avec la bénédiction de ses parents. Lorsque l'annonceur appela son nom, Johnson entra sur scène avec le violon de son père. La salle était plus grande et plus élégante que l'auditorium de son école, avec une acoustique parfaite qui amplifierait chaque note et chaque erreur. Il se positionna sous les projecteurs, sentant le poids des attentes. Mais contrairement au concert scolaire, il n'y avait plus de peur maintenant, plus d'humiliation à l'affût. Au lieu de cela, tandis que Johnson fermait les yeux et commençait à jouer, il n'y avait que la musique, la connexion à son père, à un héritage qu'il commençait à peine à explorer et à un avenir soudainement riche de possibilités. Le morceau qu'il jouait était toujours Méditation, mais il avait évolué dans les semaines qui avaient suivi le concert scolaire. Sous la direction du Dr Williams, Johnson avait affiné sa technique tout en préservant l'expressivité naturelle qui avait rendu son jeu spécial dès le début. Quand la dernière note s'évanouit dans le silence, les applaudissements furent immédiats et tonitruants. Johnson ouvrit les yeux et vit le public entier debout, non pas à cause du choc ou de la surprise cette fois, mais de la véritable appréciation de son talent. Alors qu'il saluait, Johnson aperçut sa mère en train d'essuyer des larmes, M. Carter applaudissant fièrement et Aïcha sautant de joie. Mais le plus frappant fut la réalisation que ses propres yeux étaient humides. Pas à cause de la douleur ou de l'humiliation, mais de la pure joie de trouver sa voix à travers la musique. 3 mois après le concert de printemps qui a tout changé, Johnson était assis à l'arrière du palais de justice du comté, regardant la proviseure Veronica Stevens et Madame Reynolds faire face aux conséquences de leurs actions. L'enquête du conseil scolaire avait révélé non seulement l'incident avec Johnson, mais aussi un modèle de comportement discriminatoire ciblant les élèves des minorités. Cette affaire représente une violation fondamentale de la confiance accordée aux éducateurs, déclara le procureur. Ces élèves sont venus à l'école s'attendant à être guidés et soutenus. Au lieu de cela, ils ont reçu l'humiliation et la violence physique. La proviseure Stevens était assise impassible à la table des accusés, tandis que Madame Reynolds semblait lutter contre les larmes. Ni l'une ni l'autre ne regardait dans la direction de Johnson.
Après l'audience, qui s'est soldée par une probation et la révocation permanente de leur licence d'enseignement, Johnson sortit et trouva des journalistes qui attendaient. Il refusa de commenter, toujours mal à l'aise avec sa nouvelle visibilité. « Tu ne leur dois rien », dit sa mère alors qu'il marchait vers la voiture. « Ton histoire est à toi. Tu peux la raconter ou la garder privée, comme tu le souhaites. » Johnson hocha la tête, reconnaissant de sa protection. « Je ne veux pas être connu seulement comme l'enfant qui a été maltraité, ou même comme l'enfant qui a appris le violon en 2 semaines. Il y a plus en moi que ça. Il y en a toujours eu, répondit-elle doucement. Il a juste fallu les bonnes circonstances pour que les autres le voient. » Les changements au lycée Westridge avaient été rapides et importants. Le Dr Gaines, initialement nommé proviseur intérimaire, avait accepté le poste de façon permanente. Sous sa direction, l'école avait mis en œuvre des politiques anti-discrimination complètes et développé ses programmes artistiques grâce à de nouveaux partenariats communautaires. Monsieur Carter avait été nommé chef du département de musique avec un financement accru pour les instruments et les bourses. Une de ses premières actions a été de créer un programme de mentorat, jumelant des élèves de musique expérimentés avec des débutants issus de milieux sous-représentés. L'été de Johnson à Eastman avait transformé son jeu. 6 semaines d'entraînement intensif s'étaient appuyées sur son talent naturel, lui donnant des compétences techniques à la hauteur de sa musicalité intuitive. Le Dr Williams s'était intéressé personnellement à son développement, restant souvent après les heures de travail pour travailler avec lui sur des passages particulièrement difficiles. « Ton père avait la même détermination », lui avait dit le Dr Williams un soir. Il s'entraînait jusqu'à ce que ses doigts saignent, puis les enveloppait de rubans adhésifs et continuait. « Pourquoi a-t-il abandonné ?» avait demandé Johnson. Le Dr Williams avait examiné attentivement la question. Certains diraient que les circonstances l'ont forcé à choisir entre son rêve et ses responsabilités. Mais connaissant Michael, je pense qu'il a trouvé un rêve différent. Toi et ta mère. Il a redirigé sa passion, pas l'a abandonnée. Maintenant, alors que Johnson se préparait à commencer ses études formelles à la division préparatoire d'Eastman, tout en poursuivant ses études secondaires régulières, il comprit ce que le Dr Williams voulait dire. Le violon était devenu plus qu'un simple instrument pour lui. C'était un lien avec son père, une voie pour les émotions qu'il avait précédemment gardées cachées et un chemin vers un avenir qu'il commençait à peine à imaginer. Le dernier article de la Tribune sur l'affaire était titré « Justice rendue. Les éducateurs tenus responsables alors que l'élève musicien s'épanouit ». Il comprenait une photo de Johnson jouant à la vitrine Eastman, complètement absorbé par la musique, son visage montrant la même expression que celui de son père dans cette ancienne vidéo de récital universitaire. Parfois, avait dit Johnson au journaliste dans son seul commentaire, ce qui commence comme quelqu'un essayant de te faire du mal devient la chose même qui te libère. Alors qu'il s'entraînait tard dans la soirée, se préparant pour son premier récital formel en tant qu'élève d'Eastman, Johnson pensait souvent à quel point les choses auraient pu se passer différemment. Si la proviseure Stevens n'avait pas essayé de l'humilier avec le violon, si M. Carter n'avait pas reconnu son potentiel, si son père n'avait pas laissé derrière lui un héritage de musique qui s'était d'une manière ou d'une autre frayé un chemin dans les mains de Johnson exactement au moment où il en avait le plus besoin. Le chemin qui avait commencé par la douleur et l'humiliation avait conduit à la guérison et à la découverte. L'instrument qui lui avait été imposé comme une blague était devenu sa voix, et les personnes qui avaient essayé de briser son esprit avaient plutôt révélé sa force. Johnson Williams plaça le violon de son père sous son menton, ferma les yeux et commença à jouer. Pas pour la proviseure Stevens, ou le public d'Eastman, ou même pour ses professeurs. Il joua pour lui-même et pour son père, et pour toute la musique qui avait attendu à l'intérieur de lui, prête à émerger quand le moment serait venu. Cette histoire m'a rappelé que parfois, les choses destinées à nous briser sont les choses mêmes qui révèlent qui nous sommes vraiment. Johnson n'a pas seulement joué de la musique, il a trouvé sa voix, sa force et son héritage. C'est une leçon pour nous tous. Ne jamais sous-estimer le potentiel tranquille. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un autre voyage puissant. Et dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Johnson ?